Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. D'après le sociologue anglais Geoffrey Gorer, au cours du siècle dernier, le tabou du sexe a été supplanté par celui de la mort. Selon lui, plus la société anglaise se détachait de sa pudeur victorienne en évoquant l'acte sexuel, moins elle se permettait d'évoquer la mort. Le sujet était devenu sale, quasi pornographique. Selon Philippe Ariès toujours, ce rejet viscéral de la mort a émergé au moment où le bonheur s'est inscrit comme un devoir moral dans la société. Cette attitude s'est beaucoup développée aux États-Unis, évidemment, depuis le début du XXe siècle. En témoigne la pratique d'embaumement qui nie carrément le processus de décomposition du corps et qui se voit très répandue aujourd'hui. En effet, au XXe siècle, plus de la moitié de la population américaine se fait embaumer post-mortem, vous avez bien entendu. Cette pratique consiste à injecter des substances chimiques dans un cadavre pour ralentir sa putréfaction et préserver comme ça ses apparences aux yeux des vivants. L'un des premiers embaumeurs américains, c'était le docteur Thomas Holmes. En se passionnant pour la dissection de cadavres et en étudiant des crânes de momies égyptiennes, il était parvenu à parfaire la technique déjà pratiquée en Europe au cours du XVIIIe siècle. Il s'était fait la main en embaumant le corps des soldats morts au combat pendant la guerre de Sécession. La légende prétend qu'en l'espace de 4 ans, il est parvenu à embaumer 4000 cadavres à lui tout seul. Un exploit tout simplement pharaonique. Traditionnellement, la profession de croque-mort aux États-Unis est pratiquée par d'anciens menuisiers, fossoyeurs ou de simples propriétaires de chars et de chevaux qui se chargeaient de transporter les cadavres. À la fin du 19e, elle est réservée aux embaumeurs qui s'étaient donné le titre morticien. En devenant morticien, on ne se chargeait pas que du processus d'embaumement et de transport du corps, mais aussi du bon déroulement de la cérémonie funéraire et du bien-être psychologique de la famille. Le deuil devient ainsi une chose à guérir, à neutraliser. C'est la responsabilité du morticien, justement, de s'assurer que les proches du mort se remettent le plus vite possible de leur deuil, qu'ils ne viennent pas incomber l'efficacité de l'American Way of Life. Un rituel quelque peu étonnant est donc mis en place pour s'assurer d'expier le deuil. Après son embaumement, la famille du défunt organise un wake. C'est une veillée publique au funérarium où chacun, ou en tout cas celui qui le souhaite, est invité à se présenter devant le cercueil ouvert, vous savez, pour se recueillir auprès du mort. On voit ça beaucoup dans les films et dans les séries. Naturellement, cette cérémonie suppose un grand travail de préparation en amont. Le mort doit être soigneusement habillé, maquillé. Je crois qu'il y a même eu une série là-dessus, Six Feet Under, me semble-t-il. Ce spectacle de la mort, quelque peu ironique, implique une certaine angoisse à l'égard du départ du défunt. Il n'est plus question d'une violente rupture, mais là d'un spectacle, si vous voulez, presque illusoire d'un maintien en vie. La mort devient un tabou en demi-teinte, avec un cadavre maquillé. En France, les morts sont quasi toujours dissimulés, bien que les enterrements à cercueil ouvert soient encore pratiqués dans certaines régions, rares quand même, dans le sud en tout cas. Généralement, il est impensable que les proches des défunts exercent un rôle de voyeur sur les cadavres. Le deuil de chacun se fait discrètement et peut pleinement être expié lors du jour des défunts en début du mois de novembre. Cette fête instaurée le lendemain de la Toussaint catholique existe depuis le XIe siècle. Le choix de la date est symbolique. Après avoir prié pour les âmes saintes ayant atteint le paradis, l'Église voulait inciter le peuple à prier pour les âmes coincées au purgatoire. Si entre le XVe et le XVIIIe, on se contentait simplement de réciter des prières d'intercession, au cours du XIXe siècle, cette fête prend un tout autre sens qui implique carrément la visite de tombes et qui intègre les laïcs. Alors évidemment, après la guerre 14-18, le culte des tombes a été renforcé suite à la perte de millions de soldats. De nombreux monuments aux morts ont été bâtis dans quasi chaque village du territoire. Vous ne pouvez pas ne pas les voir, c'est pas possible. Bien souvent même, ces édifices symboliques étaient des tombes vides, mais le devoir de mémoire primait avant tout. Au fil des décennies, donc, vous l'avez compris, notre rapport à la mort semble s'être tempéré. On ne daigne plus être trop affecté par le deuil en public, faisant mine d'être résigné. On ne déverse plus non plus sa pitié devant les familles en deuil, ça devient presque trop gênant. Il semblerait que les nouvelles technologies de production et les progrès médicaux aient également achevé de broyer notre conscience de la mort. Tandis que l'intelligence artificielle, la pharmaceutique et la robotique progressent,
Une nouvelle pudeur corporelle et morale semble avoir pris place. Les médecins n'osent plus confronter leurs patients à leur propre mort. Une fois cette mort passée, la famille du défunt songe davantage à incinérer le corps, à annihiler sa trace, encore une fois, qu'à l'enfouir sous terre. Sans cesse, la mort est repoussée hors du champ du possible. Elle est édifiée comme une chose extraordinaire, c'est-à-dire pas naturelle. Dans un tel contexte, comment est-ce qu'il est possible de faire son deuil pleinement, me direz-vous ? Aujourd'hui, il semblerait que notre culture occidentale ne parvienne plus justement à confronter son destin collectif. On a perdu toute confiance en la mort. Sans doute, peut-être serait-il temps d'envisager à mieux l'apprivoiser. Comme le disait l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, la mort est une promesse que la vie tient. 2 petits exemples pour terminer quand même, avant de passer à la bibliographie. Rendez-vous compte, vous vous en rendez compte assez souvent quand il y a des opérations militaires et qu'il y a un militaire qui meurt au combat, eh bien, il fait carrément la une des journaux. Imaginez ça à l'époque napoléonienne, c'est absolument impossible. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve qu'un militaire qui meurt au combat, c'est extraordinaire. Encore une fois, ce n'est pas normal. Et puis, deuxième chose, donc, regardez ce que fait Google alors c'est Meta maintenant, je crois non, c'est pas Meta, je ne sais plus comment il s'appelle. Ce que fait Google, en tout cas, pour la mort, vous savez que de plus en plus, certains qui ont énormément d'argent cherchent à justement contrecarrer la mort, à essayer d'aller au-delà. Et ça, c'est assez incroyable. On essaye même de conserver le cerveau, de voir comment le cerveau pourrait, lui, continuer de vivre pendant que la personne est morte. Regardez un petit peu ce qui se fait en ce moment, c'est assez étonnant. Côté bibliographie, j'en ai parlé plusieurs fois, Philippe Ariès, Essai sur l'histoire de la mort en Occident, du Moyen-Âge à nos jours. Charles Baudelaire, bien sûr, Les Fleurs du Mal, bien entendu. De Berthold, La ville de Paris, Amour burlesque, journal d'un voyageur à Paris. Louis Fleury, Cours d'hygiène à la faculté de médecine de Paris. De Garman, De Miraculis Mortuorum à Dresde. De Geoffrey Gorer, The Pornography of Death. Ça date de 1955, de Iona Hans Colas, Interaction entre texte et image, les danses macabres peintes dans les églises en France au XVe et XVIe siècle. C'est collection Le Moyen-Âge. Et puis vous avez pour les danses macabres, évidemment, celle de Camille Saint-Saëns qu'on va vous mettre juste après, que vous connaissez certainement et que vous allez avoir dans la tête pendant une semaine. J'en suis désolé à l'avance. On se retrouve dans une semaine. Salut.